Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue dans cette salle de nomades qui dorénavant nous accueille pour les conférences de presse d'avant sélection, avant stage. Mais avant que de commencer, je souhaitais soulever deux points essentiels. Le premier serait l'importance, là j'en appelle encore, c'est un cri d'alarme. Là il est plus qu'urgent. C'est l'importance de lancer le championnat national qui a un impact assez crucial pour nous en termes de staff technique. Parce que maintenant, pour constituer les listes, en se basant que sur les Gabonais de l'étranger, donc les footballeurs bien entendu, ça devient plus que difficile. Quand on sait qu'il peut y avoir des surprises, des blessures, les saisons sont longues, c'est compliqué. À côté de ça, les footballeurs du championnat national, notre championnat regorge de très bons footballeurs. Pour preuve, les derniers qui ont été convoqués en équipe nationale ont largement donné satisfaction. Donc il serait intéressant que chacun prenne ses responsabilités. J'entends ici la Ligue nationale par son programme, son organisation, les clubs, mais surtout les autorités sportives, à savoir le ministère, donc le gouvernement, qu'il y ait un championnat. Aujourd'hui, nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations. La préparation de la Coupe d'Afrique des Nations a déjà commencé. Au travers des matchs de Coupe du Monde, ces matchs nous permettent de nous affûter sur le plan technico-tactique, aussi mental. Et il serait important de regarder, d'avoir un plus large regard sur les footballeurs susceptibles d'être convoqués en équipe nationale. Et ne pas avoir le championnat est un réel problème pour nous. Il serait important qu'on ait un championnat, qu'il y ait la compétitivité, qu'il y ait la concurrence. Dernier match, nous avons joué avec les gars issus du championnat. Loïs Mbaba sort de ce championnat encore. Mick Onfia était encore ici la saison dernière. Bekale était encore la saison dernière. Et si on va un peu, on a un regard un peu lointain de quelques années, Ndo Ibrahim et Kwele Manga sortent de ce championnat. Donc il serait important qu'on le relance. Aujourd'hui, il y a des garçons comme Mobili qui a apporté des variantes qui ne peuvent pas être ni présélectionnés ni sélectionnés parce qu'il faut de championnat national. Donc on est en train de se priver. Et j'en appelle aussi à votre sens du partage, messieurs les journalistes. Faites-en un large écho, qu'on soit entendu. Le deuxième point serait sur la liste qui va vous être donnée dans quelques instants. Ça va être une liste élargie de 26 joueurs. Elle va comporter 4 gardiens de but. Pourquoi? Ce sont des nouveautés pour certains postes. Le poste de gardien de but particulièrement, quand on aura donné le nom, vous comprendrez. On avait besoin de regarder, enfin, d'avoir 4 sur ce regroupement parce que les matchs de la FIFA, on nous impose 3 gardiens de but sur le banc de touche. Là, c'est la réglementation. Et ensuite, le 4e qui était noviste a besoin d'être regardé avant le regroupement de novembre qui serait en réalité le dernier avant la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà l'importance. Quand vous poserez vos questions, au moins je vous ai déjà donné l'explication. Sans plus tarder, les présélectionnés du stage du mois d'octobre sont gardien de but Mbaba Loïs, Bekale Junior, Ngumbi Demba Hans, Mungwenu Lucas, les latéraux, Oyono Anthony, Oyono Jérémy, Ekomi Jacques, Obian Joanne. Les défenseurs centraux, Aaron Apinangoy, Mbemba Yanis, Ekwele Manga Bruno, Mick Kila Onfia, Oumar Banyaman, les milieux de terrain, Eric Bokoum, Kanga Gelor, Lemina Mario Junior, Poko André, Ibrahim Ndong, Samake Nze, Noah Lemina, les excentrés, Averlan Teddy, Denis Bouanga, Brian Meyo, les avant-centres, Pierre-Emerick Aubameyang, Do Marcolino Alan et Exxon Matuti, et qui devrait normalement, là c'est une frappe, devrait être comptabilisé comme excentré. Voilà les 26 joueurs de la sélection nationale du Gabon.
qui ont la lourde responsabilité de nous représenter lors du stage du mois d'octobre avec ces 2 matchs cruciaux, décisifs, face à la Gambie et au Burundi chez nous. Merci. Voilà, la liste est abonnée, mesdames et messieurs, chers amis journalistes. Nous allons passer à la phase questions-réponses. Vous connaissez le principe. Vous vous levez, vous présentez votre média et vous posez votre question. Merci. Bonjour à tous, bonjour coach. Charles Boulard de la rédaction d'Info Première qui vous souhaite, avec le cœur, la tête, l'âme et l'esprit, une qualification en Coupe du Monde. Coach, j'ai 2 questions. La première, c'est de savoir quel est le compartiment aujourd'hui au sein de notre sélection nationale qui représente une force pour notre équipe, d'une part, et d'autre part, quelle est l'évaluation que vous faites de notre sélection nationale après 22 matchs internationaux, toutes compétitions confondues? Quel est son niveau de stabilité durant sa phase de reconstruction? Voici un peu mes questions. Merci. Bonjour Charles, merci déjà pour les félicitations, encouragements et puis pour la prière. Il est important aussi que nous fassions corps, esprit. Et je l'avais déjà dit une fois ici, cette mystique nationale nous porte tant que nous sommes ensemble, que les Gabonais se retrouvent derrière leur équipe. Nous avons très généralement les résultats. Ça, c'était déjà produit à l'époque du Code d'Acosta. C'est une très bonne chose. Quant à votre question sur le niveau réel de notre sélection, les avancées, non, je crois que la première, c'est sur le compartiment. Je dirais que le football est une discipline sportive qui se joue en équipe. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons progressé sur plusieurs aspects, notamment la capacité de pouvoir défendre ensemble en groupe. Nos principes, tout en correction, s'améliorent match, regroupement après regroupement. Si à un moment, on avait laissé croire ou laissé penser que la défense était en deçà parce qu'à un moment, on n'avait plus une bagatelle de but, c'est dorénavant corrigé. Et on pense qu'on devrait continuer à avoir des matchs, faire des matchs sans concéder de but. Mais même quand on concède des buts, ce n'est pas la responsabilité totale d'une défense. Je pense que c'est un collectif. Je pense que de manière collective, nous avons progressé. Maintenant, pour jauger notre niveau réel, actuellement, il faut une compétition. Là, il y aura la CAN. Le match dernier contre la Côte d'Ivoire a été un révélateur au niveau de l'état d'esprit, au niveau du comportement technico-tactique, au niveau surtout du mental. Mais je pense encore que le Gabon, en jouant ce genre de match, si on avait l'habitude de jouer ce genre de match avec une telle intensité, très honnêtement, on aurait pu gagner ce match. Parce que nous ne sommes pas coutumiers ce genre de match. Ce genre de match nécessite de foi, le surplus, le dépassement de soi, qui viendrait avec la répétition de matchs coupérés. Donc, et quand vous regardez aujourd'hui le classement FIFA, je pense que nous sommes dans notre temps de passage, nous sommes en avance. Et j'ose croire qu'on va continuer à s'améliorer. Si on reste compétitif, on pourrait finir probablement dans les 70 premiers. Mais ça, il faut faire une grande compétition. Je pense qu'avant la CAN, on ne peut pas atteindre cette position, mais après la CAN, on pourrait l'atteindre si nous faisons une bonne compétition. Voilà ma réponse sur vos questions. Question? Bonjour coach, Fabrice Guitry pour Publisport. Coach, je pourrais revenir par rapport à Jacques Gomi. Nous l'avons vu en championnat vraiment costaud. Cependant, le dernier match à Franceville, première période, on l'avait trouvé vraiment très léger. Je ne sais pas si vous avez échangé avec lui par rapport à cela. Et aussi, on constate aussi Chalut Abiga, qui n'est pas là dans votre liste.
Et aussi le match de Tessamake. Vous l'avez trouvé comment? Le match avec son club. Bonjour Fabrice, on va commencer par le poids de Jacques. Je pense qu'il a le même poids. Vous l'avez trouvé léger, ça veut dire qu'avant le match, vous connaissez son poids. Mais je pense que les médecins vous diront qu'il a le même poids. Je pense. Très honnêtement, il n'y a pas eu de perte à ce niveau-là. Maintenant, si vous faites allusion à un début de match assez engagé avec Pépé, je dirais qu'il a pris la mesure de Pépé en s'habituant, parce que Pépé, c'est souvent difficile pour un latéral, surtout gauche, de défendre sur un faux pied. Pourquoi? Parce que les gauchers, mais ça c'est connu de manière universelle, les gauchers sur le pied d'appui sont tout le temps en retard. Je parle sous le contrôle d'Eric Moulungi qui a été un très grand joueur. Et quand les gauchers jouent dans cette position, pour un latéral gauche, c'est souvent compliqué. À moins que vous mettez un droitier. Si vous mettez un droitier, vous créez un autre problème sur la capacité de centrer. Pour nous, Jacques a été l'un des meilleurs joueurs gabonais ce jour-là. Parce qu'il a des capacités énormes sur le plan athlétique. Il résout certains problèmes. Après, nous sommes dans une lecture de match. Vous êtes journaliste sportif. Vous avez la vôtre. Nous, on a la nôtre sur le plan technique. Ici, mon intention n'est pas de dire que la vôtre n'est pas bonne. Non. Je n'oserais même pas le dire. Je viens juste dire que pour nous, Jacques était très bien sur l'aspect défensif, sur les couvertures. C'était même l'objectif. On savait que les Ivoiriens avaient des joueurs assez rapides. Et Jacques, avec son agressivité positive, a été d'un apport incommensurable ce jour-là. La deuxième question, c'était... L'absence de Xavi, oui. Xavi, je pense, depuis le dernier match de l'équipe nationale, n'a pas joué en club. Ça se justifie déjà par ce fait. Et quand on regarde, on discute avec le joueur, je pense qu'il a une gêne. Ce qui a fait en sorte qu'avec son club, quand il est reparti en club, il n'a pas pu jouer. Et on ne peut pas se permettre, dans ces périodes assez complexes, matchs cruciaux, de prendre un joueur qui va peut-être être en manque de rythme. La position que joue Xavi, c'est une position de repère, d'habitude. Et s'il n'a pas ces repères, ça ne sert à rien de l'appeler. Et puis il y avait un troisième point, je pense. Hein. Oui, je parlais de Zé Samake. Zé Samake, oui. Nous sommes nous-mêmes agréablement surpris. 2 matchs, 3 buts de Samake. On espère maintenant qu'il marquera aussi avec nous. Je pense qu'il a marqué au match aller, il a marqué au retour. Après, je pense que c'est la position. Nous, on l'utilise comme pivot bas, comme trinco. Eux, ils l'utilisent comme 2 fois excentré, 2 fois 8, box-to-box, ce qui permet de se retrouver devant. Mais bon, nous, on sait que Samake a beaucoup de capacités, de facultés. Maintenant, la grande surprise aujourd'hui, c'est la capacité de Samake à pouvoir marquer tout ce qu'on lui souhaite, qu'il ait plus de réussite et que cette réussite l'accompagne certainement avec l'équipe nationale du Gabon. Voilà un peu. Mr. Yan Akedenge from G24. Fortunately for our English community, I'll be asking you a question in English. You just mentioned the performance of Zé Samake. I want to have your overall view on the performance of all Gabonese players abroad. The ones that are playing abroad, we can see Denis has been having a very great season so in the beginning, and then Pierre-Emerick also. And do you think this dynamic is something that you are going to use in order to build the team for these 2 upcoming games? Monsieur Akenenge, bonjour. C'est Monsieur Akenenge. Vous êtes Gabonais? Vous parlez français? It's for our English community. We have Gabon 24 is a bilingual channel, so we want also our English community. Because in Gabon, we don't only have people who speak French, but we also have people who speak in English. And since we are international, so we want to spread the word worldwide. If you can see, because I know you speak properly English, so that would be great for us if you could speak English. J'ai l'impression que mes frères journalistes se sont dit, bon, sur le plan technico-tactique, 2 fois, il n'est pas mis à mal. Essayons de faire un test maintenant s'il parle les langues étrangères.
constaterez qu'on ne fait pas la conférence de presse en Pounou, on ne fait pas en Fan, on ne fait pas en Micho, on ne fait pas en Djebi, on ne fait pas en Doumou, en Baoumbu. Et là, on va la faire chez nous au Gabon en anglais sans traducteur. Yep, Mr. Kenenge, can you come again with your question, please? Yes, I was talking about the beginning of the season of how Gabonese players approach. Okay. You can see, just like you mentioned, Zesamake having a very good season in the beginning. Pierre-Emerick Aubameyang also started to score. Dennis continuing on the very same stream. Do you think it's the dynamic that you are going to use to build the team for these two upcoming games? Is it something that will be maybe changing your plans, or are you viewing this thing as something that you can use for a better performance for these two upcoming games? Thank you. Okay. As far as I know, every national head coach has a headache in the beginning of each season. Why? Just because of the beginning of the season brings players with different level. So, as far as I said, when you mentioned September, all of them came with some carences, you know, with the performances. It's coming from the repetition of the games. And then usually we expect them to get hopefully strength between around October, November, which is that now we are going there. If you, the players we mentioned, let's talk about Pierre-Emerick, we knew that already because we had an experience with him, starting from the season where he was in Marseille before going to Saudi. It was the same things. He was struggling, and then he started to find his best performance and then score many goals. Samake, as I said, for us is a huge surprise because the guy was playing in our league last season. I mean, he couldn't even score a goal. I might be wrong, but he didn't score a goal last season. So now, in 3 games, he has 3 goals, which is great for him. And then we hope he's going to do better. Dennis is on his season. He never stopped. He's keeping doing it. So we, as a national team, what we want, we apply on each form of each players to build a strong team, definitely, and in the way we're supposed to attack. That is our target. We hope to get it before the AFCON. Most important for us. Thanks. That is your job now. You don't mind. Bonjour coach. Alors, parmi les jeunes que vous avez appelés, il y a un certain Essam Matouchi qui a fait ses classes ici au football Canon 105. Il avait auparavant évolué dans plusieurs équipes nationales de jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler de lui qui évolue du côté de l'Algérie? Bonjour Frise. Oui, effectivement, quand je citais les joueurs partis de notre championnat, c'est vrai que la liste elle est non exhaustive. Je n'avais pas cité Randy. Randy fait partie des espoirs de notre football. Espoir, pas que par l'âge, mais par les capacités et le talent. Ces dernières années, je pense qu'en sortant de l'Algérie, il s'est retrouvé un peu du côté de l'Europe de l'Est. Ça s'est moins bien passé. Il est revenu dans un championnat qu'il connaît, l'Algérie, où il retrouve la haute compétition, il retrouve des capacités de buteur. Surtout, c'est un profil atypique. C'est un excentré à l'ancienne, quelqu'un qui sait déborder, qui a beaucoup de force, de puissance, et qui sait ramener des centres. Et c'est important dans notre 4-3-3 d'avoir des excentrés véloces qui peuvent apporter de la dangerosité. C'est un garçon que nous connaissons parce que nous l'avons déjà eu ici. Il était important qu'il revienne. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une... autant nous jouons pour nous qualifier pour la CAN, ce qui est déjà fait, pour la prochaine Coupe du Monde, mais nous sommes aussi dans un renouvellement d'effectifs au sein de la tanière. Dans quelques années, dans le futur, nous devrons pouvoir avoir au moins 60% de l'effectif de renouveler. Peut-être après la Coupe du Monde ou après la CAN, seuls les résultats et les avancées nous le diront à ce niveau. Bonjour coach. Je vais peut-être pas me prononcer en anglais, peut-être en iboulou. Voilà, j'ai une question. Après le match contre la Côte d'Ivoire, où lors du pessimisme, on est quand même passé à côté d'un exploit exceptionnel,
je ne vais pas revenir sur Boaké qui avait déjà été un exploit. Quel discours dans cette dernière et quel objectif pour cette rencontre? Bonjour, parfait. Ça aurait été en votre honneur, commencer peut-être pour nous, je pense. Hein, mais bon. Vous ne l'avez pas fait. Non, mais très honnêtement, on était dans une sorte de discours de... Ben, écoutez, quand le désordre vient de vos propres maisons, c'est compliqué. On était plus dans un discours d'apaisement. Discours d'apaisement. Excusez-moi, là, je perds un peu mes mots. Il y a le téléphone qui a sonné. Ça m'a un peu déconcentré. Je sais ce que vous allez me dire. Ça vient de chez vous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'arrête? On continue? On va être indulgent, non? On va être indulgent. Oui, on va être indulgent, pas de souci. Sauf qu'il ne va pas assister à la conférence de presse, tu peux sortir. Avec les joueurs, on était plus dans l'encouragement. Parce que les éliminatoires, on disait c'est 10 matchs. 10 matchs, c'est plusieurs batailles. Celle de Franceville qu'on courait. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes toujours dans la compétition. Nous sommes toujours à un point, à portée de fusil. Il reste 2 matchs, 6 points possibles. Il fallait dire aux garçons que ce n'était pas facile, ce n'était pas simple. Il fallait rester concentré, repartir dans les clubs, continuer à travailler pour être déjà sélectionné et avoir comme objectif l'intention de gagner les 2 prochains matchs, parce que ne pas gagner compliquerait encore plus les choses. Mais il faut aussi se souvenir que nous sommes dans une qualification à deux étages, à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'en devenant premier, on se qualifie tout de suite pour la Coupe du Monde. Mais nous sommes en train d'oublier qu'en étant deuxième, nous avons l'opportunité aussi de partir dans la Coupe du Monde. C'est peut-être plus complexe, plus long, mais c'est une possibilité réelle qui existe toujours. Donc il faut que nous on reste compétitifs et concentrés. Perdre un match n'est pas forcément une fatalité. Ne pas perdre est important, de prendre le point et continuer à être premier, des meilleurs deuxièmes. Et toujours au contact de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est le schéma classique que nous tous nous connaissons, sur lequel on travaille. Et en tant que Gabonais, on voudrait que notre nation gagne, qu'on soit compétitif, qu'on soit premier, c'est sûr. On gagnerait même en temps, en se qualifiant en octobre. En novembre, on jouerait avec les matchs amicaux, qui prépareront la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, ça reste du football. Après, s'il faut passer par les barrages, nous sommes déjà préparés aussi. On commence à travailler sur les potentiels adversaires, les probabilités des équipes qu'on pourrait affronter. Nous sommes préparés à tous les niveaux aujourd'hui. Donc il fallait maintenir le groupe soudé, et il fallait rester dans l'encouragement. Oui, Fred Bigot d'Afrique Sport Plus. Coach, ça fait quand même plus de 2 ans que vous pratiquez la sélection nationale gabonaise. Est-ce qu'on regarde la production de la sélection lors du match au Gabon-Côte d'Ivoire, on peut aisément penser que vous avez enfin un peu plus petit par rapport à la CAN à venir. Et la deuxième question, il s'agit du jeune Lomar Collignon, qui est en main déjà en France, et puis il vient d'avoir un contrat du côté du Portugal, qui également là-bas, il joue, mais il joue mal. Qu'est-ce qui justifie sa convocation aujourd'hui? Est-ce qu'il va mieux? Bonjour Ephraim, je vais répondre à votre question en commençant par la fin. Il joue. Voilà ce qui justifie sa convocation aujourd'hui, c'est qu'il est compétitif, il joue. C'était un profil atypique en termes d'avant-centre, et voilà, c'était un avant-centre atypique. Vous me répondrez certainement si vous avez l'opportunité. Est-ce qu'il marque ou il a commencé à marquer? Je vous dirai certainement tout le monde n'est pas à marquer. Donc il n'a pas encore marqué. Donc, il était important qu'il revienne. Il connaît notre méthode de travail. Nous connaissons sa capacité surtout sur le pressing. C'est quelqu'un, quand il est dans une défense, il est toujours dans le harcèlement. Et c'est important de l'avoir. C'est qu'il dégagerait les autres sur la ligne d'attaque, à se mettre sur d'autres tâches et lui sait faire ce travail. Ça, c'est la raison fondamentale. La deuxième, je voulais apporter une proposition. Oui, nous sommes là depuis précisément un an et
Ouais, à partir du 5 novembre, je crois qu'on fera, ça va faire 2 ans que nous sommes là. Mais en 2 ans, tout n'est pas parfait. Je pense que la perfection, on pourrait la regarder plus dans nos actes que dans ce que nous avons réalisé. Ce n'est pas parfait, mais nous avons beaucoup d'acquisitions. En tant que staff, nous sommes ce staff qui a quand même, à ce jour, regardé, si on prend en compte Lucas Onguenou, qui va arriver, on va être autour de 25 nouveaux joueurs, et c'est en quasi 2 ans. 25. C'est pas rien. Ça prouve qu'il y a la volonté ici d'avancer, de changer, de renouveler cet effectif. Aujourd'hui, nous avons une ossature de jeunes de pas moins de 15 joueurs. C'est-à-dire que après la Coupe du Monde, je préfère regarder large, on pourrait jouer avec 15, commencer avec 11 et avoir 4 sur le banc de touche jeunes. C'est toujours réconfortant pour nos sélections. Certains sont U23. Malheureusement, ils ne peuvent pas jouer pour le CHAN parce qu'ils sont hors du Gabon. Mais je pense que s'il y avait le championnat, parce qu'en juin, on avait 9 du championnat national qui étaient encore U23. Donc on pourrait déjà, mais ça, fondamentalement, ce n'était pas la responsabilité du staff technique de l'équipe A de le faire. On l'a fait parce que nous avons ce souci de renouvellement d'effectifs, nous avons ce souci de compétitivité. Voilà un peu les acquisitions comme ça. Nous sommes qualifiés pour la CAN. Il vous souviendra que c'est quand même l'objectif qui nous avait été assigné. La Coupe du Monde, c'était un objectif secondaire qui est devenu prioritaire parce qu'on n'avait plus d'autres objectifs en temps. Et en atteignant cet objectif-là, on pourrait se concentrer tout de suite sur la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, si nous passons par les barrages, en termes de stratégie, nous allons oublier la Coupe du Monde que nous devrons récupérer qu'au mois d'avril 2026. Donc c'est un peu comme ça que nous fonctionnons pour ne pas aller faire tout et n'importe quoi. Là, un peu les acquisitions de ce staff. Et vous avez, vous aussi, l'opportunité de dresser votre bilan de manière objective. En étant même critique, au contraire, ça pourrait que faire avancer les choses, ça pourrait nous faire aussi, on apprendrait des choses de vous, puis on pourrait corriger. Voilà un peu ce que j'avais à dire sur votre question. Bonjour, Ismaël Yadouma, Radio Génération Nouvelle, Gabon Sport, consultant à Gabon. Moi j'ai une question déjà sur le jeune Lucas qui a évolué la saison dernière à Sarcelles en U17. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a justifié la sélection de ce jeune quand on sait que tous les joueurs qui sont appelés en équipe nationale sont susceptibles de jouer le terrain, parce que l'on est quand même dans des matchs, des éliminatoires de la Coupe du Monde, des matchs qui sont très importants. Et l'autre question, c'est Noah Lemina. On constate que c'est un joueur qui ne s'en sort plus, qui ne joue pas. Là, il vient de rejoindre une équipe de deuxième division suisse. Déjà, même en France, il n'avait pas de temps de jeu. Il a toujours été sélectionné. Beaucoup de Gabonais se posent la question, est-ce qu'on le sélectionne parce que c'est le petit frère de Mario Lemina, ou vous le sélectionnez parce que vous pensez qu'il peut apporter un plus en équipe nationale? Sachant qu'au début de votre mandature, si je peux m'exprimer ainsi, vous avez dit, vous allez appeler les joueurs qui jouent un peu. Et c'est une logique. En France, au Brésil, en Espagne, on appelle ceux qui jouent. Mais nous constatons que Noah Lemina ne joue pas en club, il est toujours appelé. Merci. Bonjour Ismaël. J'ai envie de commencer par vous dire que c'est un plaisir de vous retrouver. Parce que je pense que les 2 dernières conférences, on ne vous a pas trop vu. Et ces questions poignantes nous avaient manqué. Bon retour parmi nous. On va commencer par Lucas. Dans vos statistiques, vous dites l'année dernière. Mais après l'année dernière, il y a eu cette année. Ou bien, on ne compte pas cette saison. Si vous regardez bien cette saison, Lucas, qui est au PSG, est revenu au PSG, n'est-ce pas? Il appartient au PSG. Il a joué avec le PSG sur la compétition où était City, les réserves des clubs, contre Manchester City. Le 5-2, ça vous parle au moins dans vos recherches? Pourquoi vous choisissez de parler que ce qui vous arrange et pas ce qui arrange tous les Gabonais qui veulent savoir? You did it on purpose. Vous le faites sciemment? Soyez logique, soyez objectif, dites les choses comme elles sont, pas comme vous l'entendez, vous voulez que ce soit. Lucas, jusqu'à la semaine dernière, joue encore avec la réserve du PSG. Il fait partie des U19 nationaux du PSG. Vous dites vous-même, l'année dernière, il était U17 à Sarcelles, prêté pour du temps de jeu, appartenant au Paris Saint-Germain. Il est revenu cette saison, il a fait la préparation avec l'équipe professionnelle. Il a joué les matchs amicaux avec eux. Il est potentiellement sélectionnable par la France et les Gabonais. On doit se priver d'un Gabonais qui a ce potentiel
Je parlais ici de renouvellement d'effectifs. Comment vous renouvelez un effectif? Si vous n'allez pas chercher vos meilleurs joueurs, vous leur faites découvrir leur pays, vous leur faites découvrir l'équipe nationale du Gabon. Voilà ce que mon staff et moi nous faisons. Nous sommes allés récemment trouver Mathéo, son nom de famille encore, Moussa, qui était dans la même situation. Sauf qu'en ce moment, en délicatesse dans son club à Ajaccio, on ne le convoque pas. Mais Lucas fait partie de ces garçons qui ont du potentiel. Gardien de but aujourd'hui, vous le savez certainement, c'est un poste assez complexe. Ce poste spécifique, c'est des profils qu'on ne retrouve pas. Là, nous avons 3 gardiens sur lesquels on convoque depuis un certain temps. Les matchs de Coupe du Monde, il nous faut 3, c'est la réglementation, sur le banc de touche. Sans championnat, on ne peut convoquer aucun gardien du championnat national. Là, les équipes gabonaises qui ont joué, ils ont utilisé les gardiens étrangers. 105 gardiens étrangers. Mangasport, gardien étranger. Où voulez-vous que nous, on aille chercher un gardien de but? Ce garçon, si on ne le voit pas maintenant, on ne pourra pas le voir à Cannes. On ne peut pas le voir en novembre. Là, il va travailler, mais ça a toujours été notre fonctionnement. Si vous nous regardez depuis le départ, on a fait pareil avec Los quand nous sommes arrivés. Loïs Maba est venu, notre entraîneur de gardien qui, en plus d'être entraîneur, est formateur, a observé, ok, je peux travailler, il peut progresser. On a fait pareil. Loïc, en fait, tous les gardiens qu'on a appelés, c'était le cheminement. 2 fois mal perçu, par notre opinion, par nos compatriotes, mais à la fin, les gens se rendent compte qu'effectivement, c'était utile de le faire. Donc, ne pas sélectionner Lucas, présélectionner Lucas maintenant, pour moi, ce serait une erreur stratégique sur le renouvellement d'effectifs de l'équipe nationale. Là, il vient de jouer avec le Paris Saint-Germain. Il a la compétition, il joue avec les 19 NAS. Qu'est-ce qu'on nous demande de plus? Qu'est-ce qu'on perdrait à ne pas le voir en entraînement et savoir qu'est-ce qu'il vaut réellement? Voilà nos démarches. Ensuite, vous aborderez un deuxième point, celui de Noah. Et la dernière conférence, j'avais expliqué, quand vous partez, tout ce que je disais tout à l'heure à mon frère Akenege en anglais, les sélectionneurs craignent la période de septembre-octobre. Pourquoi? On sort de la pré-saison. Là, les gens jouent les matchs amicaux. Et ensuite, certains entraîneurs, pour des raisons qui leur sont propres, veulent gagner en un groupe. Ils ne changent que s'il y a blessure ou il n'y a pas. Mais Noah quand même joue entre septembre, juillet, la reprise des clubs professionnels, et maintenant octobre, donc 2 mois et demi plus tard, Noah a joué pas moins de 5 matchs amicaux, sinon 6, a joué 2 matchs de coupe avec Annecy avant de partir. Et il est arrivé en Suisse, je pense, il y a 2 ou 3 semaines. Et à la période où il arrive, il y avait un match de coupe qui n'était pas enregistré. Il est compétitif pour nous. Ça, je l'ai déjà expliqué la dernière fois sur le plan même physiologique. Il faut qu'un joueur reste plus de 3 semaines, donc 21 jours, sans rien faire, pour qu'il perde totalement les acquis physiques. Ce n'est pas son cas. Pour nous, il est sélectionnable. Après, je peux m'amuser encore, et là, ça nous arrange tous. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons en termes de staff technique, c'est de composer un groupe compétitif. Vous me direz, il y a beaucoup de Gabonais en Europe. Je vous dirais, ce n'est pas forcément parce qu'on est en Europe qu'on est un très bon joueur. Mais Confia nous a démontré le contraire récemment. On peut jouer au championnat national gabonais et venir jouer contre des très grands joueurs qui jouent partout dans le monde, Manchester et autres, et être excellent. Ça veut dire qu'il est important qu'on relance notre championnat pour qu'on règle une fois pour toutes le problème de la compétitivité et de la concurrence. C'est ce que je veux dire. Et ça m'amène à dire quoi? Que Noah ne vient pas ici parce qu'il est le petit frère de Mario. Le dire, je trouve ça réducteur et même irrespectueux envers le staff technique que nous sommes. Ça voudrait dire que nous monnayons les arrivées de joueurs. Quand ce n'est pas sur le plan financier, c'est sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Et ça, ce n'est pas gentil, ce n'est pas beau. Venant de vous. Ce n'est pas beau. Mais bon, après ça m'aurait quand même étonné si ce n'est pas vous qui le sortiez. Ça m'aurait quand même étonné. Mais vous l'avez dit, je le prends. J'essaie de vous apporter l'élément contraire. Quand il est rentré contre la Côte d'Ivoire, Noah, vous avez trouvé en lui des aptitudes, quelqu'un je n'ai pas envie d'utiliser une expression que j'entends souvent, il est bon, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. Vous avez trouvé dans ses déplacements, dans son utilisation de ballon, quelqu'un de promoteur, quelqu'un qui peut changer les choses, ou pas du tout? Vous l'avez trouvé comment? Comment? Est-ce que ça justifie qu'on le rappelle ou pas? Vous comprenez ma philosophie?
Mais je pense que vous la comprenez depuis le départ. C'est juste que 2 fois, vous êtes sous une influence contraire. Mais bon, dans toutes les familles, comme la nôtre, il faut ça. Il faut de temps à autre un qui a même la raison et qui sort du cadre. Mais ça nous permet d'échanger, de discuter. Coach, bonjour. Pour Eric Zoko, d'abord 24, monsieur Débris, si vous voulez. Moi, je vais faire comme mon collègue qui a pris la parole en premier. Je nous souhaite à tous d'aller au mondial, et moi j'y crois. Et j'y croirai jusqu'à la dernière seconde du dernier match. Je vais justement arriver à ces 2 prochains matchs contre la Gambie, premièrement le 10 octobre, et contre le Burundi, un peu plus de 4 jours plus tard. On aurait dû, ou on aurait pu, je vais dire ça comme ça, jouer ce match contre la Gambie en Côte d'Ivoire, ce qui aurait été compliqué vu qu'on se dispute quand même une première place avec la Côte d'Ivoire. On aurait été comme si on jouait encore contre la Côte d'Ivoire chez eux, à domicile. Maintenant, ça va se jouer au Kenya. Est-ce qu'il y a un soulagement pour vous de se dire on va avoir cette pression en moins de jouer au Kenya plutôt qu'en Côte d'Ivoire? Ça, c'est la première question. Et ma deuxième question, c'est ces 2 équipes, Gambie comme Burundi, on les a déjà battues à l'aller. Maintenant, le contexte est différent. Est-ce que la préparation de tel match change à cause du contexte où on se dit qu'on a les acquis, on a vu comment on les a manœuvrés à l'aller et on peut refaire la même chose au retour? Bonjour Mike, merci pour les prières, le souhait. C'est notre souhait à tous. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait un Gabonais qui ne voudrait pas que son pays aille en Coupe du Monde. Même si ce Gabonais n'aime pas Mouyouman, mais bon, il voudra quand même que le Gabon y aille. On est tous d'accord là-dessus. Par rapport au... Franchement, moi, quand il y avait la rumeur qui disait que le Gabon devrait jouer en Côte d'Ivoire, moi, ça ne me gênait pas plus que ça. Pourquoi? Parce qu'on aurait joué dans un stade plein. Et vous savez, l'inimitié permet de se surpasser. Les Ivoiriens auraient pris position pour la Gambie, mais certains auraient réalisé que le Gabon, parce que c'est-à-dire que ce qui aurait ressemblé à une conspiration, nous aurait sur le plan mental galvanisé. On se serait appuyé là-dessus. C'était quelque chose de fondamental. Sur l'aspect mental, c'était une bonne chose de jouer en Côte d'Ivoire. Les terrains sont excellents. Les Ivoiriens se seraient retournés et ils ont quand même à l'esprit récemment l'aide qu'on a apportée à leurs supporters et autres. Donc ils se souviennent des choses. Ils auraient dit, c'est des Gabonais. Les Gabonais, le Gabon, c'est l'ami. Les Gabonais, c'est des gens apaisés, des gens disponibles pour les autres. Donc ils seraient partagés. On aurait fait un bon match. Ça ne voudrait pas dire qu'au Kenya, on ne le fera pas. Notre objectif là-bas est de gagner dans un terrain neutre. Le public sportif kenyan, il prendra part pour qui? Je pense pour le Gabon. Parce que la dernière fois que nous sommes passés, nous avons eu des retours positifs de la part des Kenyans. Nous espérons que ce sera. Et puis, ils seront contents de voir nos joueurs. C'est toujours ça de gagner. Vous voyez? Et donc, sur ce match aujourd'hui, bon, maintenant que les dés sont jetés, on ne va pas chipoter. On va aller faire ce qu'on a à faire. C'est partir d'ici avec la volonté de gagner ce match. Et on devrait pouvoir le gagner. Maintenant, quand vous avez tout fait pour gagner, vous ne le gagnez pas, ça reste du sport. On ne va pas se flageller. Sur le deuxième point, ce sont des équipes qu'on connaît. Autant le Burundi que la Gambie. La deuxième, le Burundi viendra en dernier match. Je pense que pour l'instant, on a envie de se concentrer à fond sur la Gambie. La Gambie qui nous a menés ici. Il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous dégageons certaines certitudes sur le contrôle, la maîtrise en milieu de terrain, la capacité d'accélérer ou désaccélérer. Aujourd'hui, nous devons progresser en certains aspects. Nous sommes là sur la vidéo avec les analystes, sur notre capacité à améliorer nos jeux dans les demi-espaces, dans le couplage des excentrés et des latéraux, ramener les excentrés qui arrivent à centrer en première intention, peut-être pas amener les joueurs sur les faux pieds, parce que là, ces derniers temps, le faux pied nous a peu réussi, surtout du côté droit. Ne pas prendre des buts, ne pas concéder des buts, continuer à défendre en équipe, être costaud sur le plan mental. Et je pense que les garçons savent un peu ce que nous recherchons. Nous sommes en nette progression. C'est peut-être pas, nous ne sommes pas là où on voudrait être, mais on se jauge match après match en fonction des adversaires qui se présentent. On n'a pas pris de but sur ballon arrêté depuis le Maroc, si je ne m'abuse. Donc c'est une progression sur certains aspects. On a changé la façon de défendre sur les ballons arrêtés. On a changé la façon d'attaquer sur les ballons arrêtés offensifs. Donc on continue à progresser. Le groupe est en train de se restreindre aussi en fonction de la CAN.
parce que ça reste un objectif. Je pense qu'il y a une collègue à vous, la dernière conférence, qui posait la question de savoir si le groupe qu'on convoque ces derniers temps un rapport. Oui, il y a un lien très fort entre le groupe qui devrait partir à la CAN. Et donc les joueurs sont forcément plus concentrés, plus déterminés et désireux de montrer ce dont ils sont capables. Voilà. Coach, bonjour. Samuel Sissogé, consultant à Commande Télévision. Je voudrais vous interroger sur l'état physique de nos joueurs. Vendredi dernier, Jim Alevina a été opéré avec succès du syndrome de Loge au mollet, en langage médical. La première question, c'est est-ce que vous étiez au courant de cette pathologie dont il souffrait? Parce que quand on a entendu s'exprimer, il disait que ça faisait des semaines, voire des mois qu'il souffrait de cette pathologie-là. Donc je voulais savoir si vous et votre staff étiez au courant de cette gêne, et si oui, comment vous avez donné 75 minutes de jeu à Jim Alevina contre la Côte d'Ivoire? C'est la première question. Et justement, il était remplacé à 75 minutes. Je voulais aussi embrayer sur les remplacements. On a constaté toujours sur l'état physique de nos joueurs que généralement, à partir de l'heure du jeu, ils commençaient à pêcher physiquement. Ça s'est encore vu contre la Côte d'Ivoire. Et on constate en même temps que le staff a souvent une hésitation, sinon une frilosité à apporter des changements par rapport à cette ligne d'attaque qui semble être épuisée. Jim Alevina est sorti à la 75e, je le disais à l'instant. Lemina est sorti à la 90e. Et vous l'avez dit tout à l'heure, quand Noah Lemina est rentré, on a quand même vu quelques bonnes choses à se mettre sur la dent. Est-ce que vous n'avez pas finalement un peu de regret de faire entrer ces joueurs finalement un peu tardivement dans le match? Merci. Bonjour Stan Sissogé. Oui, syndrome de Loge. Moi je l'entends comme ça, comme vous. C'était un terme technique. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a que le médecin, l'équipe nationale qui est là, qui le comprend mieux que moi. Je ne pense pas que ça s'est déclenché là. Et je tiens d'abord à louer le courage de Jim, son abnégation, son sérieux. Son sérieux. Quand je dis sérieux, parce que récemment, nous avons eu des joueurs quand même qui se savaient blessés, qui ne se signalaient pas, qui viennent en équipe nationale. Première séance, c'est déclaré blessé. Nous l'avons vécu depuis que nous sommes là. Jim, c'est tout le contraire. C'est quand ça ne va pas, je dis. Et nous n'avons pas de devoir de venir en conférence de presse parler de ce qui ne nous regarde pas. Nous entraînons des joueurs, ils ont leur intimité. Et même vous, quand vous allez chez votre médecin n'a pas la responsabilité de divulguer ce dont vous souffrez. C'est interdit. Donc, Jim a son échange avec son médecin de club, qui échange avec le médecin de notre sélection. Le médecin de notre sélection nous fait un rapport sur le plan de la capacité d'utilisation du joueur. C'est tout ce dont nous parlons. Ça ne veut pas dire que je ne savais pas. Je le sais depuis, plus que ça c'est pas déclenché en équipe nationale. Lui-même, il le dit. Ça n'a pas commencé à Angers. Il l'a depuis. C'est pour ça qu'ici, je loue les efforts de Jim, l'abnégation. Mais c'est aussi, si je ne m'abuse, ce syndrome, parce que moi aussi je suis en découverte, je ne savais pas qu'est-ce que c'était. C'est quelque chose qui peut se déclencher aujourd'hui et ne pas se déclencher demain. Il peut arriver à la séance d'entraînement, il fait un effort de 5 minutes, ça se déclenche. Comme il peut faire une séance de 90 minutes, elle finit, il n'y a rien. Donc nous avons fait des stages où ça, ce n'est pas déclenché. Et avant ce stage, il a dit, puisqu'il n'est pas venu aux Seychelles, il avait un rendez-vous médical. Le club lui dit, on va t'opérer, tu ne peux pas jouer, il dit, pour mon pays, je dois jouer. Et il vient, les 75 minutes de Jim sont de bonne facture. Après, il est freiné. Quand il est freiné, il ne peut plus, il faut qu'il sorte. Et donc, la fameuse frilosité dont vous parliez, Jim aurait dû rester sur le terrain si nous étions dans cette situation. On décide de sortir Jim parce qu'il ne peut plus. Et nous avons une possibilité de changement. Il faut avoir un excentré. On ne veut pas quelqu'un de pied gauche. Là, il faut faux pied. Il faut un autre excentré droit pour pouvoir remplacer Jim.
où il faut changer, mettre un milieu qui pourrait animer cette position. Mais ça, on ne l'a pas travaillé. Donc, on ne veut pas inventer dans ce genre de match. On fait un changement de poste pour poste, surtout capacité pour capacité, profil. Ensuite, la question sur les joueurs que vous avez trouvés peut-être entamés sur le plan physique. Vous savez, les footballeurs en club ont des temps de passage sur l'aspect physiologique, sur l'aspect de forme, ce qui permet aux entraîneurs des clubs de les faire jouer. Quand ils arrivent chez nous, nous contrôlons au quotidien leur état de forme en fonction du dernier match. Là, ils vont rentrer le 6, on regarde qui a joué quand et on fait un travail de récupération en fonction de leur dernier match, plus de temps de voyage. Techniquement, ça s'appelle RPE. Et nous adaptons notre travail. Si là, la programmation, elle est faite. Mais quand ils viennent, on regarde leur fraîcheur physique. Est-ce que nous, on continue à travailler 1h30 ou 2h ou on fait que 50 minutes parce qu'ils sont déjà entamés? On réduit le temps de travail. On réduit aussi la charge. Et même si la charge importante, là, on va commencer le 7 et le 8, à partir du 8, elle doit pouvoir descendre. Autant la charge descend, autant le temps descendra aussi. Le 9, il n'y a plus de charge parce que nous sommes la veille de match. Donc sur le plan physique, il n'y a pas de problème. Sinon, on le saurait ou il se signale. Maintenant, dans le match, il y a des efforts. Vous voyez, ils sont éprouvés parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur le plan offensif, défensif. Puis il y a l'aspect mental qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de calories. Nous discutons avec les joueurs. Comment tu vas, je sais. Et nous commençons à les connaître. En 2 ans, franchement, nous connaissons ces garçons. Puis après, on adapte. Moi, quelqu'un m'a dit, oui, mais Mario était fatigué. Oui, mais c'est quoi le révélateur? Qu'est-ce qui dit que Mario était fatigué? Mario, à un moment, on lui a demandé de jouer en 2 pivots. Didier et lui, 2 pivots. Parce que la pointe haute, on voulait qu'elle soit plus fixante, qu'elle se rapproche de Pierre-Emerick. Ce n'est pas parce qu'il ne montait plus qu'il était fatigué. Non. On voulait plus qu'il avance, qu'il reste en 2 pivots pour attirer l'adversaire. Et qu'est-ce que nous on recherchait? On voulait avoir l'espace dans le dos de la Côte d'Ivoire. Parce que nous, actuellement, nous avons la vitesse avec Denis, Xavi et Pierre-Emerick. Oui. Maintenant, quant au changement, est-ce que j'ai des regrets? Tous les entraîneurs de football au monde ont des regrets quand ça ne se passe pas comme ils ont prévu. Oui, j'ai des regrets. À la seule différence de vous, par exemple, c'est que vous jugez après coup. Moi, je peux me dire, je sors Pierre-Emerick à la 60e, par exemple. Et puis ça se passe différemment. Votre question, elle va changer. Mais coach, on était bien, Pierre-Emerick, si vous l'avez gardé, il pouvait peut-être marquer à la 79e, vous l'avez sorti trop tôt. Moi, je ne suis pas devin. Donc, je le maintiens parce qu'il a un vécu, il a une capacité d'apparaître à un moment où les autres ne comprendront pas. Et puis ça ne se passe pas bien. Et là, la question est tout autre. Oui, mais il était fatigué, il n'arrivait pas à se démarquer, pourquoi vous l'avez maintenu? Vous avez dû rentrer Xavi. Il y a un qui m'a dit, pourquoi Xavi et pas Teddy? Mais si Xavi marque le fameux ballon du poteau, vous dites que Mouvement, c'est... Mais il est stratosphérique cet entraîneur. Voilà, ce n'est même plus Pep Mouvement, c'est lui, c'est Enrique Mouvement, c'est tout. Mais malheureusement, Xavi ne marque pas. Ah, mais non, il fallait rentrer Teddy. Vous voyez la difficulté? La difficulté des responsabilités, la responsabilité des choix qui est la nôtre. Oui, on a des regrets. On aurait peut-être dû rentrer Noah beaucoup plus tôt, qui a un profil différent de Gaylor. Oui, je l'avoue. Mais pourquoi il rentre plus tard? Parce qu'à ce niveau, où avec nous, il n'a pas encore de match de référence. On ne sait pas comment il peut réagir face à cet adversaire. Sauf que ce match, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est une expérience. Et il nous donne une idée qu'on n'avait pas. Oui. Finalement, il peut jouer contre n'importe quel adversaire à n'importe quel moment. Est-ce qu'il réagit de la même façon? Parce que là, 4 plus 4, donc 8 minutes, oui, 4 plus les arrêts de jeu. Est-ce que c'est ce qui a permis qu'il réagisse comme ça? Est-ce qu'il pourrait réagir de la même façon en ayant 20 minutes? C'est l'inconnu. Donc, nous avons toutes ces questions qui trottent au moment de faire un changement, au moment de décider de prendre, au moment de prendre une décision comme celle-là. Mais ici, le maître mot que je retiens, oui, nous avons des regrets sur les changements tardifs ce jour-là. Oui, je l'avoue. C'est moi qui vous remercie. Nous prenons les 2 dernières questions. Bonjour. Yama est là pour Nicole, Cameroun Télévision.
Alors, coach, le retour de Banyama Omar, on se souvient qu'il a joué les 2 derniers matchs amicaux, il a été convoqué 2 derniers matchs amicaux en juin. Alors, est-ce que son retour sous-entend que vous pensez à un renouvellement de la charnière centrale? Bonjour madame, même si je n'ai pas entendu votre prénom, mais c'est déjà bien d'avoir une... Bonjour Irma, oui. Vous savez, depuis ce matin, il y avait que des hommes et là, une voix féminine, ça change un peu au niveau du timbre vocal. Mais bon, le retour d'Oumar n'est dû qu'à ses performances. J'étais à Franceville lors du dernier match de Banga Sport. Il a fait toute la préparation. Vous me direz, il a fait pas moins de 5 ou 6 matchs amicaux avec son club. C'est quelqu'un que nous connaissons. C'est surtout que dans cette défense, on apprécierait avoir aussi des centraux gauchers. Ça rééquilibre dans les sorties de balles, ça rééquilibre dans le jeu, dans les demi d'espace. Un gaucher dans un couloir de jeu, c'est beaucoup plus facile qu'un droitier qui doit ramener le ballon ici. Vous voyez, il est important. Et il nous fallait 5 centraux. Aujourd'hui, nous avons à peu près 7 à 8 centraux sélectionnables. Quand vous ajoutez Obissa qui n'est pas là, vous ajoutez Mouketou, Ekwa qui peut jouer central, Moula, droit gaucher. Et c'est ce jeu de concurrence que nous souhaitions depuis notre arrivée. Que les gens se responsabilisent, que les gens sachent que je ne suis plus seul, je ne peux pas être dans un conformisme. C'est-à-dire que si je ne fais pas ce qu'il faut, l'autre jouera. Et tant que l'autre joue, s'il ne fait pas mal, on n'appellera pas celui qui n'est pas venu. Ça s'est passé souvent comme ça. Nous, on voudrait changer. Et Oumar fait partie de ces gauchers atypiques qui peut jouer central ou latéral gauche dans une fin de match. Il est très agressif sur le plan positif. Ça, il faut retenir. Il ne prend pas beaucoup de cartons. Donc, il était important qu'il revienne. Maintenant, à lui de maintenir sa place. Le seul bémol avec Oumar, c'est que s'il n'y a pas championnat, il pourrait ne pas revenir en octobre, en novembre, que dis-je. Voilà la difficulté. Alors, le coach, vous livrez d'abord 2 derniers matchs cruciaux pour une qualification historique à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a eu une motivation supplémentaire? Quand je parle de motivation supplémentaire, c'est-à-dire que ce qu'on a promis au staff, aux joueurs, que bon, ben voilà, si vous passez, la prime qui était de 100 francs sera de 200 francs. Grand frère, quand je t'ai vu t'élever, je pensais à ta question fétiche et à chier de poste de gardien de but. J'avais déjà écrit, mais tu m'amènes sur une autre question assez compliquée, complexe. Non, mais très honnêtement, la motivation aujourd'hui, c'est le nationalisme. Ces garçons veulent faire la Coupe du Monde, comme nous, les entraîneurs, si on voudrait la faire, comme le peuple voudrait voir notre drapeau au mois de juin 2026 à la Coupe du Monde. Ça, c'est la motivation qui dépasse, je pense, qui dépasse tout l'or et toutes les promesses faites à un homme. Ce sont des sportifs, ce sont des compétiteurs qui veulent eux aussi inscrire leur nom à ce niveau de compétition. Faire une Coupe du Monde, je ne vous le fais pas dire. C'est quelque chose de formidable dans la carrière d'un sportif, dans la carrière des entraîneurs. En termes de nation, nous voulons être représentatifs. Voilà la motivation qui est aujourd'hui. Mais comme vous le savez si bien, chaque fois que les joueurs du Gabon ou des sélections africaines jouent, il y a une prime de match, il y a une prime de qualification. Ça, je pense que ce sont des choses qui coulent de source et qui, c'est une motivation, je dirais, secondaire. Quand vous regardez les primes de match de ces garçons qui jouent en Europe, moi, je pense très honnêtement qu'ils ne viennent pas pour la prime de match. Parce que très honnêtement, c'est beaucoup d'argent chez nous. Et pour certains de ces garçons, pour les risques qu'ils prennent, ce n'est pas ce qui les amène en équipe nationale. Ce qui les amène en équipe nationale, c'est l'envie de représenter leur pays. Alors, écoutez, la salle va se vider de mon côté. Vous allez nous excuser. Aujourd'hui, on vous a montré une face qui n'est pas la nôtre. Je suis désolé, le mot me manque.
Bien, c'était la toute dernière question et le coach.